Et avec vous au 0826 300 300 sur Radio Parlons Vrai, vous êtes les bienvenus. La question pour comprendre aujourd'hui l'euro sous le dollar, c'est la valeur de ce début de semaine, conséquence aussi pour les ménages et les entreprises, quelles sont-elles? On en parle avec notre invité que l'on salue, Marc Toiti, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, chef économiste, auteur de Recette de Bienvenue dans le monde d'après. Alors c'est un livre qui va sortir très bientôt, hein Marc, c'est ça ? Oui, le 1er septembre, tout à fait. Je viens en parler avec plaisir à Sud Radio. Exactement, vous êtes le bienvenu. Alors, tremblement sur les marchés, en tous les cas, petite secousse en début de semaine. On a appris donc, on a vu surtout que l'euro avait perdu 0,84% à 0,999,51 $, c'est-à-dire qu'il est descendu sous la barre des 1 $. Est-ce que c'était attendu? Est-ce que c'est une surprise pour vous, les économistes, ou pas? Alors ça dépend lesquels. En ce qui me concerne, moi j'avais annoncé depuis déjà longtemps cette baisse de l'euro qui est tout à fait logique finalement. Elle correspond il y a trois grandes explications de cette baisse de l'euro. D'abord la première, elle est on va dire financière, c'est que aux États-Unis, les taux d'intérêt ont très fortement augmenté. C'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, pour faire face à l'inflation, elle a augmenté ses taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux d'intérêt monétaire, ça veut dire le coût de l'argent, entre guillemets, qui est monté à 2,5%. Alors que chez nous, dans la zone euro, la BCE est restée sourde et aveugle, n'a rien voulu faire en disant mais non, l'inflation, c'est pas grave, ça durera pas, etc. Moyennant quoi, aujourd'hui, on a un taux d'intérêt donc monétaire dans la zone euro de seulement 0,5%. Donc vous voyez, on a l'euro est rémunéré 0,5% contre 2,5% pour le dollar. Donc évidemment, beaucoup d'investisseurs s'engouffrent dans la brèche, s'endettent en euros à 0,5% et placent instantanément en dollars à 2,50. Ça fait 2 points d'écart. Donc c'est du gain gratuit, j'ai envie de dire, presque automatique. Donc c'est ce qui a fait monter le dollar par rapport à l'euro. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est plus économique. C'est que malheureusement, ça y est, la zone euro est en train de plonger dans la récession. Et donc, si effectivement il y a déjà une récession aux États-Unis, chez nous, elle est nouvelle et surtout, elle est en train de s'aggraver avec bien sûr les conséquences de la guerre en Ukraine, de l'inflation qui n'en finit pas de déraper. Donc, qui dit récession, on dit évidemment moins d'appétence pour l'euro. Et troisième point, c'est le plus dangereux, c'est qu'on a aujourd'hui une crise de confiance sur la zone euro. C'est-à-dire, on se dit, est-ce que la zone euro peut continuer de perdurer avec des États qui font flamber leur dette publique, notamment la France, l'Italie, la Grèce, et les Allemands qui commencent à un petit peu traîner la patte en disant on peut continuer comme ça, etc. Donc il y a une crainte sur l'avenir existentiel de la zone euro. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, là aussi, la monnaie, c'est de la confiance. Donc si on n'a pas confiance dans la monnaie, effectivement, elle baisse. Donc c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Voilà pourquoi l'euro baisse. Est-ce qu'il y a un moyen de freiner cette baisse? Est-ce qu'il y a moins d'intervention de la BCE, par exemple? Est-ce qu'il faut intervenir rapidement? Ah bah oui, tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, pour arrêter la baisse de l'euro, il faudrait que la BCE augmente un petit peu ses taux d'intérêt. Le problème, c'est qu'elle est prise à son propre piège. Comme elle n'a pas voulu le faire il y a 6 mois, 1 an, quand tout allait bien, si elle le fait maintenant, elle va aggraver la récession. Donc, vous voyez, par manque on va dire, d'anticipation, par déni de réalité, elle n'a pas voulu réagir quand il fallait le faire, c'est-à-dire il y a 6 mois, et maintenant, si elle le fait aujourd'hui, ça va aggraver la récession, ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire qu'on aura une inflation élevée et une récession économique. Or, n'oublions pas que l'objectif de la BCE, c'est avant tout de lutter contre l'inflation. Donc là, elle s'est complètement plantée, et alors là où ça devient très dangereux, c'est que plus l'euro baisse, plus l'inflation augmente. Pourquoi? Parce que tous les produits qu'on importe, qui sont libellés en dollars, notamment les matières premières, quand l'euro baisse, ça veut dire qu'on paye plus cher ces produits-là. Donc ce qui fait augmenter l'inflation. Donc ce qui est complètement fou, c'est que la BCE, en refusant d'augmenter les taux d'intérêt, eh bien, elle alimente l'inflation. Donc elle va contre son propre objectif. Et ça, encore une fois, c'est très dangereux également pour la crédibilité de la BCE et également de la zone euro. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, finalement? Et donc c'est très dangereux pour le moyen terme. Alors on a bien compris qu'il y a un jeu spéculatif, il y a également donc l'incertitude, la crise énergétique également derrière tout ça. Marc Toiti, question très pratique. Pour nous, simples citoyens, ça veut dire quoi? Alors, le problème, c'est que normalement, c'est vrai que quand l'euro baisse, quand une monnaie baisse, c'est plutôt positif parce que ça redonne de la compétitivité à nos exportations. Également, les produits nationaux sont plus compétitifs par rapport aux produits importés, parce qu'ils sont plus chers, les produits importés. Donc ça, c'est le cas normal. Sauf que le problème, c'est que si on prend le cas de la France, comme la moitié de nos exportations sont justement vers la zone euro, donc il n'y a pas d'effet change. Et puis surtout, n'oublions pas le contexte. On est dans un contexte de très forte inflation. Or, comme je l'évoquais à l'instant, quand l'euro baisse, ça fait augmenter l'inflation. Donc, ça veut dire que ça, c'est la mauvaise nouvelle pour tous les Français, malheureusement. C'est que tous les produits importés
bien notamment le pétrole, mais également le gaz, les matières premières au sens large. Je me suis heureusement qu'en France, on a la chance d'avoir une agriculture qui produit, on a du blé, on produit sur place, mais néanmoins, ça génère une augmentation du prix des produits importés, et donc ça génère une augmentation de l'inflation globale, et donc une baisse du pouvoir d'achat. Ça, c'est la conséquence concrète, si vous voulez, pour les Français, c'est que malheureusement, ça va alimenter l'inflation au cours des prochains mois, donc ça va encore casser le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, je suis désolé de le dire, mais voilà pourquoi il faut stopper cette baisse de l'euro, et même si effectivement la BCE monte un peu les taux d'intérêt pour arrêter la baisse de l'euro, on limitera l'inflation, parce qu'aujourd'hui le danger, il est là, c'est une trop forte inflation, et comme on le sait que les revenus, les salaires n'augmentent pas à l'aune de l'inflation, c'est une vraie baisse du pouvoir d'achat pour l'ensemble des ménages. Alors Marc Toiti, je vous livre à l'instant la déclaration d'Emmanuel Macron. Il y a un conseil des ministres de rentrée en ce moment même. Emmanuel Macron, on va en parler tout à l'heure avec nos débatteurs, mais j'aimerais avoir votre commentaire. Il dit: nous vivons la fin de l'abandon, en gros, de l'abondance, pardonnez-moi. En gros, la fête est finie, hein, c'est ça. Nous vivons la fin de l'abondance. C'est le commentaire d'Emmanuel Macron en début de ce conseil des ministres. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à vivre de manière compliquée. C'est la fin de l'insouciance, dit le chef de l'État. Il a raison. Enfin, l'insouciance, on sort de 2 ans de coronavirus, il ne faut pas voter l'insouciance. Hein. Non, mais oui, par contre, c'est vrai que globalement, c'est pas faux. Voilà. On est d'accord, mais le problème, c'est qu'on a fait une grande erreur de politique économique, si vous voulez, que ce soit en France et dans la zone euro, en 2021. Ok, en 2020, il y avait le début de la pandémie, on n'avait pas le choix, on a enfermé tout le monde, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire. Par contre, en 2021, on a continué justement à augmenter la dette publique, à augmenter la planche à billets, et c'est ça qui a fait l'inflation. Ce qui a fait l'inflation, c'est pas la guerre en Ukraine, parce que là, ça a bon dos, évidemment, c'est le bouc émissaire idéal. L'inflation était déjà là en 2021, à cause justement d'une erreur de stratégie économique, où les États ont continué d'augmenter n'importe comment la dette publique, les banques centrales d'augmenter également la planche à billets. Ça, c'est la règle de base de l'économie. C'est-à-dire qu'on a généré une très forte hausse de la demande alors qu'il n'y avait pas d'offre en face, il n'y avait pas de production. Donc c'est ce qui a créé des pénuries. Et quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc ce sont quand même nos dirigeants qui ont fait cette inflation. Il ne faut quand même pas se tromper, il ne faut pas oublier la réalité. Et alors aujourd'hui, bien sûr, on dit on va devoir gérer effectivement les pénuries, il n'y a plus d'abondance. C'est vrai qu'il faut arrêter d'augmenter la dette publique. Mais encore une fois, on va nous empêcher de tourner en rond. On va commencer à nous dire il faut réduire le chauffage, il faut arrêter de consommer, etc. Donc c'est très dangereux parce que ça va alimenter effectivement cette récession. Donc c'est là qu'est la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a tout utilisé pendant le coronavirus, pendant la crise du coronavirus, toutes nos cartouches. Maintenant, on n'a plus de nouvelles cartouches pour affronter la nouvelle crise. Or, la nouvelle crise, elle est déjà là, c'est évidemment l'inflation, voire une crise de la zone euro avec les taux d'intérêt qui vont augmenter sur les dettes publiques. Et là, ça va effectivement nous coûter très cher. Donc c'est ça, moi, qui me gêne un petit peu, c'est que encore faire peser la charge sur les Français, tout ça pour une erreur de stratégie économique. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises à Bruno Le Maire en 2021, il m'a pas écouté, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, nous payons les pots cassés des erreurs de stratégie économique de nos dirigeants, que ce soit en France ou dans la zone euro. Alors aujourd'hui, les nuages s'amoncellent quand même malgré tout sur pas mal de secteurs. Pourtant, on est quasiment au plein emploi. En tous les cas, on y parvient. Il y a des secteurs entiers qui recherchent, qui recrutent. Il y a des secteurs qui repartent. On pense notamment au domaine aéronautique. Donc, est-ce que finalement, dans tout ça, on n'est pas à la croisée des chemins sur le plan économique, à devoir imaginer, comme vous l'avez certainement fait dans votre livre, le monde d'après? Mais voilà, c'est que le monde d'après, malheureusement, ça a participé avec ce corona. On a un petit peu cassé l'échelle des valeurs. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a un chômage qui baisse. Je rappelle que le chômage qui baisse, d'ailleurs, il a déjà commencé à réaugmenter dès le deuxième trimestre 2022 en France. Mais surtout, le gros problème, c'est que là, on regarde le chômage qu'on appelle de catégorie A. Ça veut dire les chômeurs qui font une démarche active de demande d'emploi, etc., qui sont immédiatement disponibles. Mais si on regarde l'ensemble des chômeurs, malheureusement, il y a toujours 6 millions de chômeurs en France. Et notamment beaucoup de personnes qui ont quitté le marché du travail pour peut-être chercher d'autres horizons, éventuellement investir sur les marchés ou ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'on a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, des secteurs d'activité, vous l'avez dit, qui vont bien, mais qui ne peuvent pas embaucher parce qu'il n'y a personne en face. Il n'y a pas les formations en face, il n'y a pas la volonté en face. Donc c'est ça qui, malheureusement, maintient un taux de chômage qui, globalement,
reste élevé. Et donc c'est ça qui est très compliqué à gérer, justement, dans ce monde d'après. Il va falloir réconcilier de nouveau les Français avec la valeur travail. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Alors évidemment, on a donné des aides, on s'est habitué aux aides. C'est très bien les aides, mais il n'y a pas mieux que le travail, entre guillemets, et le vrai travail. Donc c'est ça aujourd'hui qui va être compliqué de trouver, avec également cette inflation qui est très forte. Pour donner du pouvoir d'achat aux ménages, par exemple, il y a une mesure très simple. Ça serait de baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Vous savez qu'aujourd'hui, on est parmi les plus élevés dans le monde. Là, on donne du pouvoir d'achat aux ménages en augmentant les salaires nets, sans faire peser le coût sur les entreprises. Mais ceci suppose qu'évidemment, on réduit certaines dépenses publiques qui ne servent pas à grand-chose. Et donc, là, il n'y a pas de volonté politique pour le faire. Donc, les solutions existent. Le problème, c'est qu'on est dans cette fuite en avant avec, évidemment, voilà, des aides, du saupoudrage. Et on n'a pas fait ce que j'appelle justement dans le livre une thérapie de choc bienveillante, justement pour moderniser l'économie française. Donc, encore une fois, les solutions existent. Il ne faut pas sombrer dans le pessimisme ou dans le défaitisme. Mais il faut avoir la volonté politique et aussi la volonté pédagogique. Il faut expliquer ce qu'on fait pour justement y arriver. Est-ce que justement la configuration politique aujourd'hui, notamment du côté de l'Assemblée nationale, un des parlementaires aujourd'hui, restreint encore un peu plus une éventuelle marge de manœuvre, ou finalement ça va apporter du débat, des questions, des solutions peut-être différentes de celles qui sont attendues? Alors justement, c'est ça le grand problème, c'est que déjà quand les différents gouvernements avaient une vraie majorité, ils n'arrivaient pas à moderniser l'économie française. Alors maintenant qu'il n'y a pas vraiment de large majorité, c'est encore plus compliqué. Et c'est vrai que la tentation est forte, je dirais, de vouloir encore augmenter la dette publique, va augmenter la dépense publique. Pourquoi pas? Sauf qu'on est déjà numéro 1 dans le monde. On est à 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, 120% de dette publique par rapport au PIB. Bon, il y a des pays qui font plus que nous, mais on est quand même très très élevé. Si on prend le cas allemand, ils sont à seulement 70% de dette publique. Nous, 120%, vous voyez, 50 points d'écart. C'est évidemment complètement énorme et surtout, ça nuit à notre crédibilité. Parce qu'attention, pendant la pandémie, cette dette publique était achetée par la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle justement la planche à billets. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus le faire. Et donc, c'est pourquoi les taux d'intérêt augmentent. Parce que justement, cette dette publique, il faut la financer. Comme la dette publique flambe, les taux d'intérêt augmentent cette dette publique. Et ça rejaillit sur les taux d'intérêt de nos crédits, c'est-à-dire des ménages. Donc nous, les ménages, on a la double, également les entreprises, on a la double peine. On a l'inflation qui augmente, les taux d'intérêt qui augmentent. Et donc, c'est ça qui va nous coûter cher, malheureusement, sur l'avenir de notre économie. Donc oui, aujourd'hui, il faut parler vrai. Il faut dire la vérité aux Français. C'est vrai que on pourrait bien sûr se dire pourquoi pas on va continuer à augmenter la dette publique, mais encore une fois, ça ne sera plus financé par la BCE et donc les taux d'intérêt augmenteront et donc à la fin on paiera. Il ne faut pas se leurrer. À la fin, qui paye? C'est toujours malheureusement les ménages ou le contribuable. Pour même encore certains ont même décidé d'augmenter encore les impôts en France. Donc ça peut être très très dangereux pour notre économie, pour encore une fois, je dirais la stabilité sociale et sociétale de la France. Allez, on est en plein chambardement et ça sera sans doute à découvrir et vous reviendrez nous voir, Marc Toiti, dans votre livre Reset 2, Bienvenue dans le monde d'après, qui sortira donc le 1er septembre aux éditions Bouquelis. Marc Toiti, chef économiste, merci infiniment.